Equinox Radio, 5 ans. Equinox Radio fête ses 5 ans. Equinox Radio fête ses 5 ans ce soir en direct de l'hôtel Pullman, juste devant la piscine. Vous êtes nombreuses à nous écouter, vous êtes nombreux ici dans le public. Et on reçoit sur Equinox Radio maintenant en direct, puisque tout est en direct, un des fondateurs actuels en tout cas de l'indépendantisme, Artur Mas. Bonsoir, bienvenue sur Equinox Radio. Bonsoir. Artur Mas, il y a encore quelques mois, vous étiez président de la Catalogne. Alors, on va parler un petit peu avec vous de tout le processus indépendantiste. Avant, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé avec Charles. Oui, pour remettre dans le contexte, donc la Catalogne dispose de sa propre autonomie au sein de l'État espagnol. En 2006, le Parlement catalan réforme le statut de la Catalogne pour lui donner plus de compétences. 4 ans plus tard, en 2010, le tribunal constitutionnel espagnol rejette le texte. Il le juge contraire aux lois espagnoles. Colère parmi le peuple catalan qui descend dans la rue pour réclamer l'indépendance. En 2012, Artur Mas, président de la Catalogne, rencontre le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, pour demander plus d'autonomie financière et fiscale. La proposition est refusée. Le dialogue est alors rompu entre Madrid et Barcelone. Depuis cette rencontre, Artur Mas et le camp indépendantiste ne cessent de réclamer un référendum officiel sur l'indépendance. Madrid reste intraitable sur le sujet, ce qui a poussé Artur Mas et le gouvernement catalan à organiser un référendum illégal le 9 novembre 2014, puis des élections en septembre dernier qui avaient pour but unique de déterminer si les Catalans étaient en faveur ou non de la création d'un État indépendant. Le gouvernement espagnol a quant à lui toujours refusé de reconnaître ces consultations ou ces élections comme l'équivalent d'un référendum. Pour le gouvernement espagnol actuel, la sécession n'aura jamais lieu. Selon Madrid. Artur Mas, depuis 1995, vous avez été ministre aux Travaux publics en Catalogne, ministre de l'économie, ministre des Finances, conseiller en chef du gouvernement de la Catalogne, président du parti Convergencia, pour au final, en 2011, devenir président de la Generalitat. Avec un CV comme ça, est-ce qu'on ne peut pas finir à la Maison-Blanche ? Est-ce que la Catalogne... À la Maison-Blanche, oui, laquelle ? aux États-Unis. Nous avons aussi des Maisons-Blanches ici à Barcelone. Alors, où venaient les avions. Vous êtes né à Barcelone le 31 janvier 1956 et sur le registre civil, vous vous appeliez Arturo Mas en espagnol et vous avez demandé en 2000 à changer officiellement de prénom pour devenir Artur. Est-ce que ça a été une nouvelle identité pour vous ? Non, parce que lorsque j'étais né en 1956, comme vous avez bien dit, c'était l'époque où le catalan était poursuivi comme langue. C'était l'époque de la dictature de Franco, du général Franco. Nous avions beaucoup de mal à maintenir notre langue, mais chez nous, ce n'était pas une langue autorisée à l'école, par exemple. Elle n'était pas autorisée non plus dans le travail, dans les sites publics, etc. Donc, il y avait une persécution de la culture, de la langue, de l'identité. Et alors, la seule façon d'enregistrer des noms, c'était le faire en espagnol. Mais, chez moi, on m'appelait Arturo, parce que les noms catalans qui se traduisaient directement à l'espagnol, qui terminaient avec un O, se transformaient avec un OU, le français, non ? OU, oui. Comme le français, chez nous. Alors, pour continuer, le 27 décembre 2010, vous devenez président de la Catalogne. Vous êtes associé à l'époque avec le Partido Popular de Mariano Rajoy. Vous faites des coupes budgétaires. Il y a des tensions dans toute la Catalogne, il y a des manifestations devant le Parlement. Quel souvenir vous gardez de cette époque ? Époque très difficile. Il y avait les grandes concentrations dans la place de la Catalogne, ici à Barcelone, aussi à Madrid. Donc, il y avait de la contestation sociale. Il y avait des conséquences assez pénibles de la crise économique, conséquences sociales donc. Il y avait beaucoup de chômage, il y en a encore. Des difficultés pour beaucoup de familles qui avaient du mal pour arriver à fin mois. Donc, c'était une situation réellement compliquée. Et à cette époque, il y a eu des réactions sociales importantes, accompagnées aussi de certains mouvements politiques qui essayaient de bouleverser l'ordre établi et le système qui fonctionnait.
Non, allez-y, continuez. Non. Le 25 septembre 2012, à l'âge de 56 ans, vous devenez publiquement indépendantiste. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est un peu la même chose qui se passait avec beaucoup d'autres personnes dans notre pays. Nous avions fait un effort très sérieux pour nous entendre bien avec l'État espagnol. Nous avons toujours, Monsieur le Consul général, bonsoir, nous avions toujours essayé d'appuyer les différents gouvernements espagnols, indépendamment de la couleur politique de ces gouvernements. Donc nous avons appuyé les gouvernements socialistes pendant beaucoup d'années, aussi les gouvernements conservateurs. Nous avons, tel que vous avez dit auparavant, nous avons relancé un statut d'autonomie pour la Catalogne en 2004, 2005, 2006. Nous avons réussi à approuver ce statut d'autonomie en forme de loi organique à Madrid, majorité absolue au Congrès et au Sénat espagnol. Ce statut d'autonomie, une fois approuvé à Madrid, a été approuvé aussi via référendum en Catalogne. 74% de voix en faveur du statut d'autonomie. Et 4 années plus tard du référendum, il y a eu la Cour constitutionnelle espagnole qui a en fait éliminé les parties les plus essentielles, les articles les plus importants de ce statut qui avait été approuvé en référendum. Donc la crise, la tragédie politique, le bouleversement politique et le besoin d'initier, de relancer un projet différent, le seul que nous avions dans nos mains, donc la possibilité d'arriver à constituer en Catalogne ce que beaucoup d'autres nations européennes ont déjà, donc leur propre État. Alors Artur Mas, quand vous avez quitté la présidence de la Generalitat en janvier dernier, vous avez dit qu'entre autres choses, vous alliez représenter le processus indépendantiste à l'étranger. Alors c'est vrai que vous parlez anglais, vous parlez français, vous parlez espagnol, catalan. Certains disent que vous êtes un homme élégant, même on vous appelle le guapo dans certaines émissions de TV13. Et on a avec nous Amélie Delima, qui est coach en images et qui va analyser votre personnalité vestimentaire pour savoir si effectivement, on se rappelle à l'époque, on vous avait même vu dans une douche du gymnase Le Dire, en train de faire de la gym et tout. Moi, je croyais que c'était une interview politique. Mais justement, je vois on va faire le lien politiquement. Vous allez faire le lien, d'accord. On va faire le lien, alors Amélie. Alors, pour moi, votre tour. Merci, bonsoir. Alors pour moi, oui, je le serai. Donc, sympathique, sage, aimable. Mais il met la pression. Hein. Oui. Alors pour moi, vous êtes l'un des hommes politiques les plus classes du moment, un peu un style à l'américaine comme Kennedy à l'époque. Vous avez toujours l'habitude de porter des costumes de pièces, donc sombres, une chemise claire et agrémentée d'une chemise qui rehausse un petit peu le tout et qui vous donne cette originalité, ce côté un peu de votre personnalité en fait, qui chamboule un peu les schémas de l'homme politique traditionnel. Ou bien vous agrémentez aussi un petit pins, comme là je vois que vous le portez aujourd'hui. Le petit pins catalan. Voilà, le petit pins catalan. Donc c'est vrai, vous avez cette image qui est proche du peuple et donc du coup ça renforce cette image de la personne qui est décontractée mais qui reste quand même assez formelle. Par contre, vous avez mis la cravate ce soir. Voilà. Ouais. Parce on en parlait tout à l'heure justement avec Luis Urias de La Vanguardia qui disait que les hommes politiques catalans et espagnols enlevaient la cravate pour faire un petit peu tous. comme Podemos. Oui, voilà. Alors vous en pensez quoi? Ils imitent, mais il faut être un peu authentique. Non? Vous avez parlé du président Kennedy. Je me souviens bien que lorsque on parle de la liberté, de l'indépendance et tout cela, d'une phrase qui a prononcé le président Kennedy, qui était fameuse à l'époque. Il disait plus ou moins the great revolution in the history of man, past, present and future, is the revolution of those determined to be free. Alors, traduction pour ceux qui ne parlent pas anglais, comme moi. Traduction pour ceux qui ne parlent pas anglais. La grande révolution de l'histoire de l'humanité, du passé, du présent et de l'avenir, a été la révolution de ceux qui sont déterminés à obtenir la liberté. Très bien.
La citation du soir. Alors, vous vouliez parler de politique, Arthur Mas, ça tombe bien, puisqu'on a les correspondants de la presse étrangère ici. Dans un instant, on va avoir Laura Guillen pour le magazine Slate. On aura également Fabien Palem et Aurélie Chameroy, donc, qui est la cofondatrice d'Equinox Radio, qui est également correspondante pour BFM TV, pour Ouest France, pour plein de médias en France, qui voulait parler avec vous justement de l'internationalisation du processus. Oui, alors depuis 4 ans, aucune institution française, européenne ou tout autre pays européen n'a soutenu le processus indépendantiste, du moins publiquement. Alors je m'adresse à vous, puisque quand vous êtes parti de la présidence, comme le rappelait Nicolas, vous avez dit que vous pourriez vous charger de l'internationalisation du processus. Alors pourquoi aucun support encore aujourd'hui, après toutes ces années Ce que j'ai dit exactement lorsque j'ai quitté la présidence de la Catalogne, c'est que je pouvais aider dans ce processus. Je ne peux pas représenter le processus d'internationalisation de la cause politique catalane si je ne suis pas le président du pays. Mais je peux aider dans ce sens-là. Et en fait, je suis en train de le faire. Il y a quelques semaines, j'étais à Paris. J'ai eu une conférence colloque à la Haute Étude Commerciale en anglais, à Paris en anglais. C'est bizarre, un peu curieux. C'est pas aussi curieux parce que, monsieur le consul général, c'était un master à l'université, donc c'était assez logique de le faire en anglais parce qu'il y avait des étudiants de tout le monde. Donc, on a parlé surtout du processus catalan, des causes, des conséquences, de ce qui va bien, de ce qui ne va pas assez bien, etc. Non? Donc, je suis en train d'aider dans ce sens-là pour essayer qu'à l'extérieur, il y ait aussi une compréhension assez claire de ce qui se passe en Catalogne. Et nous sommes en train d'essayer d'éviter que la seule version soit la version de l'État espagnol, qui a un pouvoir très grand pour s'adresser au monde et à l'Europe. Donc nous nous débrouillons comme nous pouvons. Toujours pas d'appui depuis. Pourquoi aucune institution ne s'est encore engagée, aucun pays, aucune nation européenne ne s'est engagée avec vous? C'est logique. Lorsque vous avez des intérêts, vous protégez vos intérêts. Et les États ont des intérêts. Et ils protègent leurs intérêts. Donc, s'il y a des rapports et des liens étroits avec l'État espagnol, qui est déjà un État depuis beaucoup de siècles, les autres États essaient de protéger ces liaisons et ces rapports avec l'État espagnol, qui se fâche beaucoup lorsque il y a quelqu'un en Europe et dans le monde qui reçoit les dirigeants catalans, qui a des entretiens avec eux, etc. Non? Mais, comme résumé, je vous dirais que la position majoritaire des États, par exemple européens, c'est que nous avons le droit à obtenir un référendum de l'État espagnol. S'il y a une majorité de la population catalane qui pousse pour le référendum, ce serait logique qu'il y ait ce référendum sur l'indépendance. De la même façon qu'il y a eu deux référendums au Québec et un en Écosse. Ce sont deux nations, dont des États, qui poussent pour le référendum et ils ont été finalement autorisés à le faire. Donc, ils comprennent bien, les nations européennes et du monde, que nous avons ce droit, si nous avons la majorité de la population dans ce sens-là, mais ils hésitent beaucoup ou ils sont contraires à l'indépendance de la Catalogne parce que cela pose un problème, parfois de politique intérieure, parfois de rapports internationaux. Les appuis internationaux restent peut-être les appuis internationaux restent pour la Catalogne, pour le mouvement indépendantiste, peut-être le problème numéro 1 aujourd'hui. Non, il y a beaucoup d'autres problèmes majeurs que le problème catalan, croyez-moi. Pour la Catalogne, pour les indépendantistes. Pour la Catalogne, oui, mais par exemple en Europe, c'est beaucoup plus grave le référendum pour du Brexit, par exemple, que le problème qui pose la Catalogne. Évidemment. Laura Guillen, vous êtes correspondante pour Politis et pour Slate Magazine.
Oui, bonsoir, Monsieur Mas. Moi, j'aurais une question concernant le modèle touristique de Barcelone, en fait. C'est un domaine que moi, j'ai étudié en tant que journaliste et j'ai remarqué, j'ai l'impression que le risque qui menace, on va dire, l'exception culturelle catalane a tendance à s'arrêter aux frontières du modèle touristique. On voit beaucoup à Barcelone des spectacles qui puisent, ou même des attractions touristiques qui puisent beaucoup dans l'imaginaire espagnol. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part ça rentre en contradiction un petit peu avec la défense du modèle catalan? Et si je peux me permettre une autre question, est-ce que vous pensez que quelque part le tourisme pourrait être un meilleur vecteur de la défense de la cause indépendantiste? Quels sont, à votre avis, les éléments contradictoires? Contradictoire, vous voulez dire des exemples concrets? Ouais. Par exemple, les spectacles de flamenco, Palau de la Música Catalana, ça pourrait être un bon exemple, où les gens viennent voir D'accord. En premier lieu, permettez que je dise que le modèle touristique de Barcelone et de la Catalogne est un grand succès. Barcelone, comme capitale de notre pays, n'était pas une ville d'attraction touristique il y a 30 ans en arrière, mais elle est devenue un modèle touristique et un succès touristique. Grâce aux Jeux Grâce aux Jeux olympiques qui ont placé Barcelone focale, oui. Voilà, en Europe et dans le monde, c'est clair, mais grâce aussi à une promotion permanente des idées très claires de ce modèle touristique, des investissements publics et privés très importants et d'une permanence de ces politiques dans le temps. Et tout cela nous a aidés à ce grand succès que vous pouvez envisager à l'heure actuelle. Donc la première idée, c'est cela est un grand succès. La deuxième idée, c'est n'oubliez pas que la population catalane est une population très mélangée. Si vous analysez la composition, la structure de cette population catalane, vous arriverez à la conclusion que 70% des gens qui habitent en Catalogne n'ont pas une origine directement catalane. 70%. Donc leur père ou leur grand-père, on est en dehors de la Catalogne, ou eux-mêmes. Mm-hmm. Cela nous renforce comme modèle de cohésion et de cohabitation. Vous connaissez bien dans le plan politique ce que la cohabitation signifie, mais en Catalogne, il y a une cohabitation réelle et très positive entre gens de cultures très différentes, d'origines très différentes, de religions très différentes, etc. Et de langues très différentes. Donc ce n'est pas étrange, ce n'est pas bizarre qu'il y ait aussi à Barcelone des spectacles de tout genre. Parce que ces spectacles réfléchissent la composition interne de la population catalane et la culture diverse de beaucoup de gens, de beaucoup de personnes qui cohabitent en Catalogne. Par exemple, un exemple qui est assez curieux, non? Barcelone est de très large la capitale espagnole de l'édition de livres aussi en castillan, en espagnol. C'est pas Madrid, c'est Barcelone la capitale éditoriale des livres en castillan. Et en catalan aussi, évidemment, mais aussi en espagnol. Non? Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'expressions culturelles d'origine espagnole et d'origine catalane qui se mélangent dans notre capitale. Et vous ne pensez pas que ça froisse un petit peu on va dire l'électorat indépendantiste, le fait que les Français, par exemple, les touristes français viennent à Barcelone en Espagne? Cette idée-là de on va aller boire de la sangria sur la Rambla, ça vous dérange pas? Écoutez, ça fait partie du multiculturalisme, si oui, je comprends. On va rester ici. On va rester ici en tout cas, même si nous sommes indépendants, parce que qu'est-ce que l'indépendance politique signifie exactement aujourd'hui dans le monde et dans l'Union européenne? Ce n'est pas exactement une indépendance classique, une indépendance traditionnelle. En France, vous n'avez pas votre propre monnaie, vous avez l'euro, il n'y a pas le franc. Oui. Donc vous avez perdu une partie très importante de votre
indépendance comme État ou comme pays ou comme nation. Le même pour l'Allemagne, pour l'Autriche, pour l'Espagne. Notre but, si nous réussissons à avoir notre propriété serait un but aussi de cohabitation en Europe. Comprenons très bien que l'Europe que nous devons construire, c'est une Europe mélangée, interdépendante, donc avec des cessions de souveraineté politique dans les structures fédérales européennes. Fabien Palem, vous êtes collaborateur de TV5 Monde à Barcelone, de Politique Région. Vous avez également votre blog sur Courrier International. Exact. Bonsoir, donc Arthur Mas. Je voulais vous poser une question en rapport avec la proposition de constitution catalane qui a été rédigée par le groupe Constituïm, et plus précisément sur un point qui dit les citoyens originaires d'autres États qui aient des liens culturels et linguistiques communs avec la Catalogne pourront opter pour la nationalité catalane sans avoir à donc renoncer à leur nationalité d'origine. Absolument d'accord. Voilà, donc je voulais vous demander ça sur ce point-là. Qu'est-ce que vous pensez de, disons, de ce critère-là? Et surtout, que peuvent apporter ces personnes originaires d'États ou de pays, pour le dire d'une autre manière, qui ont des liens culturels en commun avec la Catalogne? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Catalogne indépendante? Et qu'est-ce que la Catalogne indépendante peut leur apporter? Je suis absolument d'accord que si nous arrivons à constituer un État en Catalogne, cet État doit offrir aux citoyens de la Catalogne, c'est-à-dire 7,5 millions de personnes, la nationalité qu'ils veulent choisir. Évidemment, la nationalité espagnole, s'ils veulent garder cette nationalité espagnole. Qu'est-ce que les gens qui viennent d'autres pays peuvent nous apporter? Du talent, des idées, des façons différentes de vivre, de la culture, de la population. Les pays européens sont manqués souvent de population jeune, par exemple. Jeune, non? Il y a beaucoup de pays qui n'y a pas suffisamment de jeunes. Donc, nous avons, comme je vous ai dit auparavant, l'expérience, très longue expérience, d'un pays qui a l'habitude d'accueillir des personnes qui viennent d'autres latitudes, d'autres pays. Pensez, c'est une donnée assez impactante que dans les dernières 20 années, entre 1995 et 2010, il y a eu 1 million de personnes qui sont arrivées en Catalogne. 1 million sur 6,5 millions de personnes à l'origine. Donc, une croissance de population spectaculaire, concentrée dans une période de temps très courte. C'est pourquoi je vous disais que nous avons cette habitude, nous avons cette expérience. Nous la comprenons comme une expérience positive qui évidemment cause des problèmes, des tensions dans la population, mais qui en Catalogne ont été des tensions très contrôlées jusqu'à présent. Alors justement, ouais, vas-y, alors la dernière question. Non, vas-y, pose ta dernière question. Donc on parle dans ce projet-là de personnes issues de cultures dites proches de la Catalogne, donc des gens qui sont originaires de régions de France ou d'ailleurs de langue catalane. Mais dans ce projet-là, on ne parle pas forcément de quels seraient les critères, par exemple, d'accès à la nationalité catalane, par exemple pour des extra-communautaires. Quelle est votre vision par rapport à ça? Quels seraient les critères? Notre vision dans ce sens-là, c'est de laisser une période normale d'adaptation de la personne extracommunautaire pour que cette personne puisse obtenir la nationalité. Si je me souviens bien, à l'heure actuelle, ils ont besoin à peu près de 10 années pour obtenir la nationalité espagnole. Pour un extracommunautaire, c'est une période raisonnable. Il y a des personnes en Catalogne qui défendent qu'au lieu de 10 années, cette période devait être à peu près 5 années. Vous savez que pour les latino-américains, les 10 années peuvent arriver à être seulement 2 années.
Donc une période très courte pour obtenir la nationalité, dans ce cas-là espagnole. À mon avis, cela ne devrait pas beaucoup changer dans l'avenir, si nous parlons de la nationalité catalane. Arthur Mas, on en parlait tout à l'heure avec Amélie Delima, on parlait de la coupe. De la coupe, le parti La Coupe. Certains, même dans votre parti, trouvent que la coupe prend trop de place dans le débat. Comment vous vous placez par rapport à la coupe, un petit peu avec ses valeurs de révolution, de changer le système? Vous qui êtes un homme modéré, centriste, est-ce que vous ne regrettez pas d'être allé un peu trop loin avec ce parti extrémiste? Entre la coupe et notre parti politique, il y a presque rien de coïncidence. Sauf le besoin d'obtenir un État pour la Catalogne. Donc, il y a un lien majeur qui nous unit temporairement. Parce que le modèle de pays et de société... Vous avez hâte que ça s'arrête? Vous avez hâte que ça s'arrête avec la coupe? Quand vous dites temporairement, est-ce que vous avez hâte que ça prenne fin? Non, temporairement parce que la constitution d'un État pour la Catalogne ne peut pas être un projet éternel. Donc, lorsque nous aurons obtenu ce but, lorsque nous serons arrivés à ce but, il y aura en Catalogne ce qu'il y a dans tous les pays normaux de l'Europe et du monde. Le débat entre des partis politiques qui pensent d'une façon ou d'une autre, les victoires électorales, les alternatives dans les gouvernements, etc., comme un pays normal. Comme vous l'avez par exemple en France. Justement en France, Nicolas Sarkozy avait dit que faire de la politique, c'était être une rockstar et que lui-même faisait le même travail que le chanteur Johnny Hallyday. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous êtes une rockstar? Pas du tout. Pas beaucoup. Et on va terminer, vous qui êtes un petit peu philosophe, sur une déclaration d'un philosophe, c'est Friedrich Nietzsche. Donc il parlait peut-être pas de la Catalogne, mais il parlait de l'indépendance. Peu de gens sont faits pour l'indépendance, car c'est le privilège des puissants. Est-ce que la Catalogne est puissante, comme l'a dit Nietzsche? La Catalogne n'est pas un pays puissant. Nous sommes un pays assez modeste. 7,5 millions de personnes, ce n'est pas un pays puissant. Nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de richesse naturelle, nous n'avons pas des grandes institutions bancaires, nous n'avons pas une puissance démographique. Donc, nos pouvoirs sont nos gens, la volonté de maintenir notre identité et notre langue, une volonté qui a été très forte parce que autrement cette langue aurait disparu, la culture aussi. Un projet pour l'avenir, un projet de futur, nous l'avons aussi, et beaucoup d'initiatives privées. Donc, des gens qui ont l'habitude de se débrouiller seuls, sans demander tout le jour des aides des pouvoirs publics. Ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir été sur Equinox Radio en direct, Arthur Mas. Merci à vous. Bonsoir. Equinox Radio, 5 ans. Equinox Radio fête ses 5 ans.